Bonjour Xavier Refer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes criminologue et essayiste français. Alors forcément, avec vous, on revient sur cette attaque du prêtre orthodoxe grièvement blessé par balle dans le 7e arrondissement de Lyon. L'auteur des coups de feu a pris la fuite. Donc là, on le sait, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte isolé et pas d'un acte terroriste. On parle d'un conflit de personnes. Vous suivez cette affaire de près. Que vous inspire le mode opératoire ? Alors, s'il s'agit de l'individu qui a tiré sur le prêtre orthodoxe à Lyon, oui. On n'a jamais vu dans l'histoire du terrorisme en France un attentat commis avec un fusil de chasse à canoncier. Cela ressemble plus à une méthode utilisée par le milieu criminel qu'à une attaque, islamiste. Il y a dans les attentats islamistes une forte dimension symbolique, naturellement symbolique pour le délire de ces fanatiques, dans lequel ils essayent toujours plus ou moins, selon une interprétation extrémiste du Coran, de renouveler le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire qui nécessite un égorgement. Par exemple, dans la manière dont la fatwa, le décret religieux utilisé pour le 11 septembre 2001, vous savez, oui. les terroristes qui sont entrés dans les avions et qui ont égorgé les pilotes, etc., le terme utilisé n'est pas le terme normal de tuer, c'est le mot rituel qui sert pour l'égorgement symbolique. C'est la raison pour laquelle, et naturellement c'est plus commode, car comment voulez-vous interdire la vente des couteaux ? Par exemple, le Tunisien fanatique de la basilique de Nice a utilisé un couteau pour égorger et de préférence tenter de décapiter ses victimes. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Mais alors au-delà de l'arme blanche et du fait de la décapitation, il y a d'autres caractéristiques dans certaines agressions qui orientent vers une enquête sur la piste terroriste. Il y a d'autres faits aussi. Ah, bien entendu, et même ils sont massifs, ils sont énormes. Songez que le profil du jeune homme de la basilique de Nice, que l'on connaît mieux aujourd'hui, est le même, est une décalque absolue du profil des jeunes gens qui, au début des années 1990, ont créé en Algérie le groupe islamique armé. On est dans le décalque absolument parfait. Un paumé, un individu qui s'est drogué, un individu qui a eu une activité délinquante, en l'occurrence la contrebande entre la Libye et la Tunisie, un individu qui finit par jouer les migrants clandestins en traversant la mer pour atterrir au sud de l'Italie et qui remonte jusqu'en Nice pour accomplir un attentat. On est exactement dans un profil qui est connu ou qui devrait être connu depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, on n'est pas dans la surprise, si vous voulez. Ce genre d'individu est fort dangereux. Ce sont des gens qui n'ont aucune espèce de perspective dans leur vie et qui, à la fin, voient une espèce de sacrifice de leur vie, comme le fait de se sortir. On a aussi, vous savez, eu des échanges de mails entre les terroristes islamistes qui ont frappé en Belgique en 2016. Ceux qui ont sacrifié leur vie en allant se suicider à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles disaient, après tout, autant s'en sortir par le haut, autant monter au paradis, on n'a plus rien à faire ici, et ce sont, au sens strict du terme, des desperados. Donc pourquoi laisse-t-on entrer des individus avec ce profil-là sur le sol français ? Pour moi, c'est un mystère. En tout cas, on ne le devrait pas. Vous avez vu le résultat. Alors, dites-moi, après l'attentat de Nice, le président Macron a annoncé le passage de 3 000 à 7 000 soldats pour l'opération Sentinelle, pour mieux protéger notamment les lieux de culte et les écoles, cette veille de la rentrée scolaire aussi. Ça vous semble suffisant à vous ou pas du tout, Xavier Refer ? J'ai une question plus... Si vous voulez, je vais répondre à votre question, mais je vais répondre après l'attentat visant la synagogue, enfin pas exactement la synagogue, l'école rabbinique de Toulouse en 2012. Vous savez, Mohamed Merah. J'ai rencontré des dirigeants de la communauté juive chargés notamment de la sécurité des lieux de culte, et ils m'ont posé cette question tout à fait fondamentale. Des Mohamed Merah, combien il y en a en France ? Parce que naturellement, pour nous juifs, s'il y en a 5, ok, on reste et on fait face. Mais imaginez qu'il y en ait des centaines ou des milliers,
ça devient trop dangereux pour nos familles et pour nos enfants. Telle est la question fondamentale. Depuis 2012, combien a-t-on laissé entrer en France d'individus dangereux ayant le profil de ce Tunisien? Ou a-t-on laissé entrer ou n'a-t-on pas pu s'opposer à l'entrée en France? Je dois dire qu'aujourd'hui, j'aurais à répondre à cette question qu'on m'a posée en 2012 et à l'époque j'ai su répondre, je ne saurais pas quoi dire parce que des individus comme le profil du Brahim là, de Nice, combien y en a-t-il aujourd'hui sur le sol français? Et naturellement, le nombre de ces individus potentiellement mortellement dangereux détermine la réponse de l'État. C'est-à-dire que vous me dites 4000 militaires en plus ou 5000 militaires en plus. S'il y a 50 Mohamed Merah potentiels ou Brahim potentiels, ça va suffire. Mais imaginez qu'il en soit arrivé des dizaines, voire des centaines. Que peut-on répondre à ça? À l'heure actuelle, c'est au président de la République à nous dire, nous estimons que le flux d'individus, naturellement, ça n'est pas un stock. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Mais le flux d'individus dangereux sur le territoire français est estimé par les services de renseignement à temps. Et à partir de là, notre riposte sera de mettre tant d'hommes sur le terrain. On met X centaines de milliers de soldats à Verdun parce qu'on sait qu'en face, il y a une quantité équivalente de soldats allemands. La guerre, c'est toujours ça. Vous avez une force qui s'oppose à une force adverse. Je ne suis pas bien sûr qu'à l'heure actuelle, vu les flux migratoires constants, le gouvernement français sache précisément combien de Brahim potentiels il y a sur le territoire français. Le maire de Nice, Christian Estrosi, appelle à modifier la Constitution pour lutter contre l'islamo-fascisme. Il faudrait quoi? Une législation de guerre? Non, je crois que l'appareil d'État français, tel qu'il est aujourd'hui, a exactement tous les moyens paramilitaires, la gendarmerie nationale, la police nationale, les services de renseignement. Ce qui manque, c'est la volonté politique d'aller traquer l'ennemi. On a fait preuve de naïveté, on a fait preuve de bienséance. Vous vous souvenez, pas d'amalgame, etc. Ça n'avait rien à voir avec ceci, ça n'avait rien à voir avec cela. Le fait est que des gens sont égorgés dans les rues de France et qu'on n'a peut-être pas pris la mesure exactement de ce danger-là. Alors, vous savez, dans l'histoire du monde, la France est un pays quand même qui a une existence historique de plus d'un millénaire, sous sa forme organisée. Eh bien, on a vu à chaque époque, les gens qui n'ont pas envie de faire grand-chose disent on manque de moyens. Les moyens dont dispose la République française pour se défendre font l'admiration de tous les autres pays d'Europe. Je participe à des conférences européennes. Les autres pays d'Europe n'ont pas la moitié des moyens dont nous disposons de nous défendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Il suffit de se servir de ce qu'on a déjà. On n'a pas besoin d'une loi de plus ou d'un militaire ou d'un policier en plus. Servons-nous effectivement de ce dont nous avons, que nous avons à notre disposition. Merci beaucoup Xavier Refer. Merci. Je rappelle que vous êtes criminologue et essayiste français. Bien sûr, on poursuivra ce débat, notamment à partir de 9h. Et puis vous continuez bien sûr à voter et commenter cette question sondage du jour qu'on vous pose sur nos réseaux. Craignez-vous une escalade de la violence? Voilà, à suivre dans quelques instants le journal des sports avec Gaspard de Vaubicourt. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia.